Situation en République démocratique du Congo, dans sa partie orientale. Faudra-t-il dialoguer ou faudra-t-il privilégier les armes? Nous allons essayer d'analyser ces thématiques avec un jeune député national. Il a été aussi un des candidats gouverneur au niveau du Sud Kivu. Il est de l'UNC. Nous allons essayer de parler avec lui. Lui, c'est M. Soumaïli. Bienvenue. David. Voilà, M. Soumaïli, vous êtes jeune et tout à l'heure, je viens de lire votre parcours. Vous avez été aussi candidat gouverneur au niveau du Sud Kivu. Qui est derrière vous et qui êtes-vous? Merci beaucoup. Déjà, je voudrais saluer toute la population de la province du Sud Kivu et particulièrement la population de Chabunda, ma circonscription électorale, qui m'a donné la chance d'être aujourd'hui double brassard, comme on le dit. Et donc, j'ai été élu député national et député provincial grâce à l'amour et à la considération que ma base me témoigne toujours. Donc, je voudrais ici, dans le temps de jeu, les saluer et leur dire que nous sommes ici pour travailler, pour relever les différents défis que nous avons au sein de notre province, mais surtout au sein de notre territoire de Chabunda. Voilà, au sein de votre territoire de Chabunda. Chabunda, là, la vie est chère parce qu'il y a un problème de route. Chabunda, la vie est chère parce que pour arriver, il faut prendre un avion. Un sac de ciment coûte très cher là-bas. Alors vous êtes élu de là. Qu'est-ce que vous aviez fait concrètement? Il faut d'abord signaler que le territoire de Chabunda est parmi les plus grands territoires de la République démocratique du Congo. Mais c'est aussi, malheureusement, les territoires les plus enclavés de la République démocratique du Congo. Je peux vous citer quelques exemples qui vont appuyer ces propos. Il y a par exemple les tronçons, je parle bien des tronçons d'avion, qui coûtent le plus cher en République démocratique du Congo. Trop cher alors. C'est un tronçon de moins de 30 minutes, mais qui coûte plus de 250 $. Alors que de Kinshasa à Bukavu, à Goma par exemple, ou de Kinshasa à Kindu, vous payez 220 $ et vous faites 2 heures ou plus. Mais là, pour un tronçon de 30 minutes, vous payez 250 $. Ça coûte cher. Ça coûte énormément cher. Les sacs de ciment qui se vendent à 9-8 $ à Bukavu ou à Kindu, dans le Maniema, ça vous coûte 100 $ à Chabunda. La bouteille d'eau de 50 ml qui coûte 500 francs ici à Kinshasa, à Chabunda, ça coûte 5000 francs. La bouteille de la bière ici, qui vous coûte 2500 francs, là-bas, ça coûte 15 000 francs. Et donc, vous comprenez que la population souffre à cause des manques d'infrastructures. Principalement les infrastructures routières, mais les autres infrastructures de base sont dans un état de délabrement très avancé. Et voilà pourquoi nous avons décidé de présenter notre candidature et de nous mettre à la disposition de notre population, porter leurs desiderata et venir ici à Kinshasa pour plaider en leur faveur. Donc cette fois-là, c'est que vous aviez laissé quelqu'un au niveau de la députation provinciale. Normalement, notre loi ne permet pas à ce qu'un député puisse siéger à la fois à la députation nationale et provinciale. Et donc, nous étions censés obligés de laisser quelqu'un d'autre là-bas, mais qui travaille suivant notre Il est de votre famille ou bien de votre parti politique? Parce qu'on sait bien, quand vous êtes député national ou bien double brassard, tel que vous l'avez dit, vous voulez mettre quelqu'un de la famille, c'est ce que vous avez fait aussi? Non, non, il n'est pas de ma famille. C'est un pasteur. Un pasteur, quelqu'un de confiance. De l'église, ouais, c'est quelqu'un de confiance. Et c'est quelqu'un de très compétent. Il ne va pas vous trahir? En tout cas, moi, je ne vais pas appeler ça trahison. Et surtout, ça ne va pas me concerner. Moi, s'il y a quelqu'un à trahir là-bas, ça sera la République. Et donc, s'il ne travaille pas
pour l'intérêt de la population qui nous a voté, il ne va pas me trahir moi, mais il va trahir toute cette population-là qui nous a fait confiance. Voilà, toute cette population. Alors, je l'ai dit tantôt, vous avez été gouverneur, candidat à gouverneur, jusqu'à là au deuxième tour. Et qu'est-ce qui a fait à ce que vous ne puissiez pas remporter les élections en tant que gouverneur du Sud Kivu? En politique, c'est comme un match de football. Il y a 3 résultats. C'est soit les matchs nuls, soit vous perdez ou vous gagnez. Mais en politique, il n'y a pas de match nul. C'est soit vous perdez, soit vous gagnez. Mais moi, je ne fais jamais allusion à une perte. On ne perd jamais dans la vie, on apprend. C'était une belle expérience et je voudrais là remercier en tout cas toute la population du Sud Kivu qui a porté ma candidature. Ça a créé un engouement terrible, ça a suscité un espoir. Et voilà, l'homme propose, Dieu dispose, mais ce n'est pas fini. Il y a encore 2028 qui arrive et en politique, on ne sait jamais. Mais nous avons encore espoir, nous avons encore cette énergie, cette force et cette volonté, cette détermination de changer les choses dans notre province. Et nous restons à la disposition de la nation et de notre province pour des échéances à venir. Et vous avez tenu coûte que coûte à être gouverneur du Sud Kivu, alors qu'on sait qu'il y avait un autre challenger qui bénéficiait quand même de la confiance, peut-être de l'Union sacrée. Il faut signaler ici que le chef de l'État, un homme très très organisé, très honnête. Pour la province du Sud Kivu, nous n'avions jamais eu de candidats ou de candidatures uniques de l'Union sacrée. Il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu de candidature unique de l'Union sacrée pour la province du Sud Kivu. Il fallait trouver un compromis entre l'INC, qui n'avait jamais présenté de candidature depuis que l'histoire des élections démocratiques a commencé, donc depuis 2006, et l'AFDC, qui a toujours présenté des candidatures à toutes les élections et toutes les fois que les élections ont été organisées démocratiques, donc des gouverneurs dans notre province. Et donc l'INC a estimé que cette fois-ci, elle pouvait aussi quand même, au regard de tout ce qu'on a eu à décrier, tout ce que la population a eu à décrier comme gestion et autres, l'INC a trouvé bon de gérer aussi quand même la province et voir ce qu'elle peut donner comme résultat. Et c'est ce qui était même l'attente de l'ensemble de la population du Sud Kivu, qui voulait non seulement avoir un sang nouveau, donc avoir un gène, mais avoir une nouvelle dynamique. Et puis aussi, ma candidature avait à la fois cette portée-là des nouvelles dynamiques, mais aussi ça favorisait la cohésion sociale et la cohabitation pacifique, parce qu'il faut signaler ici, et ça c'est même quelque chose à décrier, que la province du Sud Kivu, depuis 1960, n'a jamais connu un gouverneur Lega, parce que je suis ici de la communauté Lega, donc du peuple Lega. Vous savez que le peuple Lega est pour ouvrir la parenthèse, est un grand peuple qui est situé dans 3 provinces de notre pays, mais qui semble être oublié, que ce soit au niveau provincial, que ce soit ici au niveau national et même au niveau territorial. Vous allez vous rendre compte que dans les territoires des Lega, je disais qu'on était situé dans 3 provinces de notre pays. Nous sommes dans les territoires de Pangi, dans la province de Maniema. Nous sommes dans les territoires de Walikale, dans la province du Nord Kivu. Ça, c'est les 2 territoires. Et ensuite, la grande partie de ces peuples Lega se trouve dans la province du Sud Kivu et principalement dans les territoires de Mwenga et les territoires de Shabunda. Et ce sont les 2 grandes communautés, les 2 grandes ethnies de la province. Donc nous avons les Chi et les Lega, qui constituent majoritairement donc, la population de la province du Sud Kivu. Et donc, il devrait quand même y avoir cette cohabitation-là pacifique, cette cohésion sociale-là, en mettant un équilibre ou en assurant une gestion rotative à la tête de la province. Et c'est ce qu'a voulu installer ou instaurer le président de l'Assemblée nationale, qui est l'autorité morale
de l'INC, mais aussi membre du présidium de l'Union sacrée. Et donc, ayant été saisi par la communauté victime, donc la communauté Lega, ayant été saisi, il a souhaité cette fois-ci proposer un candidat issu de cette communauté-là oubliée. Et donc, la communauté Lega. Et donc, c'était un duel alors entre ces deux communautés-là. Et voilà, en dépit de cette bonne volonté que le président Kamere a témoigné pour instaurer quand même cette alternance-là, non seulement des générations à la tête de la province, mais aussi cette alternance des ethnies. Alors ça pouvait créer un équilibre social, mais aussi cette cohésion sociale et cet équilibre géopolitique grâce ou par manque duquel plusieurs conflits sont nés là-bas. Il y a des jeunes qui sont dans la forêt de par cette frustration-là. Ils se trouvent marginalisés, surtout les jeunes de la communauté Lega. Ils se trouvent marginalisés depuis plusieurs années. Ils n'ont jamais vu leurs frères diriger la province, alors que c'est à l'espace Lega-là où provient la majorité de la richesse de la province du Sud Kivu. Mais cette communauté semble être oubliée. Cette communauté semble être oubliée et ça, c'est une occasion de plus pour plaider encore en faveur de la prise en compte de la communauté Lega ou du peuple Lega dans les institutions tant nationales que provinciales. Pire même, vous allez vous étonner que même dans les territoires des Lega, ce sont les Chi qui sont envoyés là-bas comme des administrateurs des territoires. Vous vous imaginez? Et l'inverse est impossible. Vous ne verrez jamais un Lega aller diriger un territoire Chi. Et donc, nous ne sommes pas xénophobes, mais nous plaidons pour un équilibre géopolitique au sein de notre province et la représentation surtout de la communauté Lega dans les institutions du pays. Donc jusque-là. Alors, quelles sont vos relations avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe? Vous continuez toujours à renouveler votre loyauté malgré votre échec? Oui, j'ai continué à renouveler ma loyauté et je le ferai toujours. Je suis encore jeune. Nous avons encore beaucoup à apprendre auprès de lui. C'est un maître, oui, mon président, Vital Kamerhe. Non seulement que c'est un président de mon parti politique, c'est lui le président, mais c'est pour moi un mentor, c'est pour moi un maître. C'est quelqu'un qui est doté des capacités intellectuelles, scientifiques, et même social, hein. C'est vraiment un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'estime, j'ai beaucoup de considération et pour qui j'ai dit que je dois encore passer, en tout cas, beaucoup de temps auprès de lui pour apprendre et espérer un jour avoir les mêmes parcours. Il vous a apporté quoi à lui? Un parcours exceptionnel. Il vous a apporté quoi, Vital Kamerhe? Ben, le fait déjà d'être député aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Mais vous avez battu campagne, c'est pas lui qui a battu votre campagne, c'est pas lui qui a battu la campagne à votre place. Non, mais je vais vous étonner. Vital Kamerhe est venu m'aider pendant la campagne. Il est arrivé jusqu'à Chabunda, en dépit de tout ce qu'il y a eu comme environnement ou météo. Vous savez, même pour arriver là-bas, je vous ai dit tantôt ici qu'il ne faut que prendre l'avion pour arriver à Chabunda parce qu'il n'y a pas de route. Il y a des gens qui ont 30 ans, 40 ans là-bas, mais qui n'ont jamais vu de véhicule. Vous voyez. Et donc, même la météo là-bas pose problème. Et il a bravé tout ça et descendre là-bas à Chabunda pour nous appuyer, nous accompagner lors de la campagne électorale. Et au-delà de ça, c'est lui notre formateur. Toutes les stratégies politiques que nous avons mises en place, son accompagnement, tout ça, ça a beaucoup contribué. Déjà son aura, son expérience qu'il a partagée avec nous, ça nous a beaucoup édifié et ça nous a permis de nous mettre dans une bonne posture, de bien affûter nos armes pour vaincre cette bataille. Alors, comment vous faites? Comment vous conciliez? Vous êtes député national,
Double Brassard, vous êtes aussi à la tête d'une fondation, Fondation FESMI. Comment faites pour concilier tout ça? Nous avons double casquette actuellement, mais nous avions d'abord commencé avec cette casquette d'acteur social. Maintenant, nous en avons deux. On est acteur social et acteur politique. Les social, pour moi, c'est une vocation. C'est depuis mon jeune âge que je travaillais avec mon grand-père qui a sacrifié sa vie à cause des démunis. Et voilà, c'est cet esprit-là qui m'a animé et j'ai emboîté les pas. Depuis mon jeune âge, depuis que j'étais même étudiant, les peu d'argent que mon père m'a donné pour un coca, moi je l'ai retourné chez moi au village pour scolariser les élèves là-bas, les orphelins et autres. Et donc c'est resté vraiment en moi, c'est une vocation. Nous avons cette fondation que nous avons créée qui œuvre dans les sociales et dans l'autoprise en charge des démunis, mais avec une particularité, les démunis vivant dans les milieux ruraux. Parce qu'ici à Kinshasa, il y a des financements qui sont ici, il y a des partenaires qui sont ici, mais qui ne se limitent que dans les cités ou dans des grandes villes. Mais là, je fais un appel à tous ces bienfaiteurs-là. Nous avons une majorité, une majeure partie de cette population-là démunie qui se trouve là-bas, dans les villages, dans les milieux ruraux. Voilà pourquoi moi je me suis décidé de cibler cette catégorie de la population et cette catégorie des milliers qui sont oubliés et abandonnés à leur triste sort. Voilà. Alors, l'actualité reste dominée parce que vous êtes du Sud Kivu. La province voisine, c'est le Nord Kivu, est secouée par l'insécurité. Il y a les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda qui continuent à s'aimer l'insécurité. Vous, en tant qu'élu, en tant que double brassard, quelle est votre lecture par rapport à ça? Faudra-t-il dialoguer, oui ou non? Parce qu'on sait bien que Vital Kamerhe lui a prôné le dialogue, mais qui a été très mal compris par le temps. Et vous, quelle est votre lecture par rapport à cette situation? Oui, je voudrais tout d'abord présenter mes compassions à toutes les familles qui se trouvent en difficulté dans la partie orientale de notre pays, principalement dans la province du Nord Kivu. Donc nous sommes vraiment de cœur avec eux. Nous présentons toutes nos compassions à toutes ces familles-là qui perdent un des leurs presque chaque jour, chaque minute et chaque seconde. Aussi, je voudrais encourager nos forces de défense et de sécurité, nos FARDC, qui témoignent leur courage chaque jour en dépit des difficultés. En tout cas, ils sont là, ils sont sous les drapeaux pour défendre l'intégrité territoriale et la quiétude de notre peuple. Mais aussi, je voudrais encourager le gouvernement, tout d'abord, à poursuivre cet élan-là. Je pense qu'il y a eu déjà des réformes importantes qui ont été engagées dans ce secteur avec la loi sur la programmation militaire. Aujourd'hui, notre armée commence à avoir beaucoup de moyens qui vont leur permettre de bien acquérir non seulement les équipements, mais aussi des formations, des bonnes formations, des qualités, mais aussi la prise en charge parfaite de nos éléments qui sont envoyés au front. Et donc, je voudrais encourager le gouvernement à continuer à mettre à la disposition de nos FARDC des moyens conséquents pour leur permettre de bouter cet ennemi en dehors de nos frontières. Alors, pour ce qui est maintenant du dialogue, moi je suis de l'école du pacificateur, Vital Kamerhe. Je soutiens totalement les dialogues, comme mon mentor aussi l'a soutenu. Mais je voudrais cependant circonscrire les cadres de ces dialogues. D'après moi, j'estime que les dialogues, s'il y en aura, bien sûr, mais ça doit rester dans un cadre institutionnel et constitutionnel.
C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous ne voudrons pas que les gens qui demandent à ce que nous ayons dialogue n'acceptent pas les institutions qui sont constitutionnellement reconnues et établies. Et donc, si nous devons discuter, on ne va pas discuter en tant que belligérant ou on ne va pas discuter comme étant dans un non-État, étant donné que toutes les institutions sont déjà installées après les élections de décembre. Et donc, s'il y aura dialogue, nous voudrions que ça reste dans ces cadres-là et que tous ceux-là qui veulent discuter, il est toujours conseillé en tant qu'Africain, on a toujours cette habitude de résoudre tous nos problèmes sous l'arbre à palabre. Et donc, nous les encourageons à demeurer dans cette voie, mais nous signalons que il ne peut y avoir des dialogues qu'avec la bénédiction de l'institution président de la République, que nous devons d'abord tous reconnaître, sinon ça sera demander quelque chose et son contraire. Et aujourd'hui, les garants de la nation, les chefs de l'État, les commandants suprêmes des forces armées, c'est son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, de ce fait, il est la seule personne aujourd'hui qui peut, en tant que garant des bons fonctionnements des institutions, c'est la seule personne aujourd'hui qui a cette capacité-là de mettre tout le monde autour d'une table afin de trouver des solutions. Mais je ne pense pas qu'en dialoguant ici à Kinshasa, que nous allons mettre un terme à la guerre. Donc, dialogue et la guerre, vous continuez. Donc, vous allez sur ces... Nous conseillons à ceux que nous dialoguons ici, si nous devons nécessairement dialoguer, nous dialoguons, mais en même temps, nous continuons à doter de nos FRDC des moyens conséquents pour continuer leur travail là-bas sur terrain. Alors, le dialogue tel que demandé par Fayoulou, qui demande à ce que l'Église catholique puisse convoquer ce dialogue, ces assises, vous êtes d'accord? De par leur crédibilité, moi je trouve que c'est pas mal, ça peut passer, mais il y a quand même aussi d'autres confessions religieuses dans notre pays. Pourquoi ne pas aussi leur donner cette chance-là? Donc vous ne voulez pas que ça soit seulement les églises des réveils, plutôt les églises catholiques ou l'église catholique, vous voulez que ça soit élargi à d'autres confessions? Que ça soit aussi élargi à d'autres confessions. Nous pouvons, moi je peux proposer par exemple un format. De la même manière dont fonctionne la CIME pour désigner les présidents ou les membres de la commission nationale, la commission électorale nationale indépendante, nous pouvons aussi cette fois-ci proposer ces formats-là. On prend les représentants de chaque confession religieuse, on les met ensemble en tant que pères spirituels de la nation. Ils peuvent bien conduire ces assises s'il y en aura. Donc pour le moment, alors le dialogue tel qu'il est là, ça peut être sous quel format? Parce que vous voulez les dialogues institutionnels selon vous. Les dialogues institutionnels, vous allez faire entrer même ceux qui ne sont pas dans les institutions comme FCC par exemple? Oui, ça peut être institutionnel mais élargi. Élargi, étant donné que nous recherchons... Entre-temps, dans l'Est, là, vous continuez à combattre. Donc, pas de dialogue avec les Nang et les autres? En tout cas, moi, je n'ai jamais été... je suis d'avis avec la position du chef de l'État. On ne peut pas utiliser la même formule et s'attendre à des résultats différents. Cette formule-là, nous l'avons toujours appliquée depuis plusieurs années sous les règnes du président Joseph Kabila. Et nous savons tous ce qu'a produit comme résultat. Et donc aujourd'hui, j'estime que nous pouvons dialoguer, mais cela ne va pas nous empêcher de poursuivre le travail qui se fait déjà sur terrain. Alors, le dialogue, oui, mais déjà d'ici là, ça sera la rentrée parlementaire. Nous savons que c'est essentiellement budgétaire, cette session. Et aussi, il y aura aussi d'autres questions majeures. Vous vous attendez à quoi pour cette rentrée parlementaire? Nous allons comprendre que ça sera la toute première rentrée de cette législature, étant donné que
première rentrée que nous avons eue, c'était une rentrée inaugurale de cette législature ici, qui a presque pris 5 ou 6 mois, et jusqu'à l'installation officielle du bureau de l'Assemblée nationale, et même au niveau du Sénat aussi, le bureau a été installé. Et donc la première rentrée en tant que telle sera celle-ci, et malheureusement ou heureusement, elle sera une session budgétaire. Après avoir reçu ou validé les programmes d'action du gouvernement, un programme qui a été très ambitieux, et donc nous attendons à ce que les gouvernements reflètent dans le projet de loi de finances qu'il va déposer là, tout ce qu'ils nous ont proposé dans leur programme d'action. Et moi, en tant que député rural, c'est comme ça que ma base m'appelle, en tant que député rural, je voudrais conseiller au gouvernement de tenir compte aussi de nos territoires, des milieux ruraux. Nous avons comme l'impression que le budget national n'est fait que pour Kinshasa, alors que Kinshasa est censé avoir ses édits. Mais le budget est confondu. La majeure partie des budgets de notre pays est consommée ici à Kinshasa, alors que le véritable développement devrait être propulsé de la base. Mais c'est le contraire actuellement. Nous voyons que 80% ou 70% de notre budget est dilapidé ici à Kinshasa, alors que là, à l'intérieur du pays d'où nous venons, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'école. Les élèves étudient à même le sol. Surtout que vous êtes de l'UNC, c'est lui qui propose les budgets. Bon, c'est bien, mais c'est lui qui est à la tête ou au ministère du budget. Il est aussi de l'UNC, Meboji Sangara. Donc, il faut que vos revendications soient certainement prises en compte. Oui, je dois d'abord reconnaître ses mérites à la tête de ces ministères. Vous savez, les gens ignorent souvent qu'il y a un timing constitutionnel pour le dépôt des projets de loi de finances à l'Assemblée nationale. Et cette disposition-là a été violée durant plusieurs années. Et c'est pour la toute première fois que notre pays, ça va faire aujourd'hui 3 ans, que notre pays respecte cette disposition-là constitutionnelle. Et donc, ça, c'est le mérite de Meboji. C'est un ministre qui défend bien son secteur. Et la preuve en est qu'il a bénéficié encore de la confiance du chef de l'État. Et donc, je suis sûr que lors de l'exécution de ces budgets, ils vont tenir compte de ces budgets-là alloués. Parce que ce n'est pas que l'on n'affecte pas des ressources pour les provinces et nos territoires là-bas. Il y a des ressources qui sont prévues pour ça, mais à la fin maintenant, au niveau de l'exécution, ça ne suit pas, malheureusement. Malheureusement. Et l'expérience que nous avons surtout connue avec l'ancien gouvernement, c'était qu'au niveau du ministère du Budget, suivant la chaîne de la dépense, vous savez que la chaîne de la dépense a 4 phases, l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement. Et donc, l'engagement s'est fait au niveau des ministères sectoriels qui envoient au budget pour la liquidation. Alors, le constat fait lors de ces gouvernements passés est qu'il arrivait que les ministères du budget fassent son travail. Tous les dossiers des paiements, même de la rétrocession en province et autres, les investissements en province, au niveau du ministère du budget, ça se faisait. Le ministère du budget liquidait les dossiers, on obtenait les numéros DTO, mais c'était bloqué au niveau du ministère des Finances jusqu'à arriver à la fin de l'exercice budgétaire et tous ces dossiers-là tombaient caducs et les crédits là maintenant qui ont été affectés pour ces dépenses-là, où sont-ils passés? Et donc c'est ce que j'ai décrit par là. Donc je voudrais cette fois-ci interpeller notre gouvernement à une bonne exécution, une réelle exécution du budget et non une sorte de mascarade. Je suis fils maison, je maîtrise bien tout ça, et je sais de quoi je parle, et je serai derrière eux, je serai derrière le gouvernement, derrière les ministres du budget, derrière les ministres des Finances, pour suivre la bonne exécution
de la loi des finances. Et j'insiste, cette fois-ci, ils doivent travailler au service surtout de nos populations, la grande partie d'ailleurs de notre population qui vit dans les milieux ruraux. Il y a plusieurs projets qui peuvent aider cette population-là et le véritable développement ne peut venir que de là. Vous vous imaginez que même pour le projet de PDL 145 territoires, il y a dans certains territoires où on n'a jamais inauguré même pas un seul ouvrage. Les territoires de Chabunda par exemple. Nous venons d'ailleurs d'initier une action parlementaire, une question écrite a été adressée au vice-premier ministre, ministre du Plan, Kantassé, pour nous dire comment est-ce que vous allez passer au troisième volet de ces programmes-là de 145 territoires, alors que dans certains ou beaucoup d'autres territoires, il n'y a pas encore d'ouvrage, en tout cas aucun n'a encore été inauguré concernant les 2 premiers volets. Comment vous voulez passer au troisième volet sans avoir fait l'évaluation des 2 volets précédents? Et donc ça, c'est le cas de Chabunda, mais c'est aussi le cas de plusieurs autres territoires de notre pays. Donc voilà pourquoi nous... C'était un programme très ambitieux, le programme 145 territoires. Un programme très ambitieux et un bon programme pour impulser ces développements-là à la base. Mais malheureusement, je constate aujourd'hui que les comités de suivi, la coordination de ces programmes-là devraient normalement serrer ou interpeller les agences d'exécution, mais aussi, à leur tour, les agences d'exécution devraient mettre la pression ou faire un suivi, en tout cas de proximité, avec les agences locales qui exécutent les différents travaux sur terrain. Parce qu'à Chabunda, il n'y a aucun ouvrage, même pas une toilette publique, n'a été inauguré dans le cadre du programme 145 territoires. Il en est de même pour plusieurs autres projets du gouvernement, même les projets qui avaient été initiés à l'époque par l'ancien Premier ministre Matata Ponyo de construction des écoles, les projets 1000 écoles, si vous vous en souvenez, ça n'a jamais été exécuté dans les territoires de Chabunda. Et ça, nous disons quand même non à cette injustice-là. En tant que les représentants, nous pensons que nous ne pouvons pas accepter cette injustice et nous allons la combattre, nous allons la décrier et alors, nous allons continuer à mener les plaidoyers. Pour terminer, on termine par cette question sur la justice. On a vu ce qui s'est passé au niveau de la prison de Makala. Vous, en tant que député national, qu'est-ce que vous reprochez? Est-ce qu'il y a un problème de vétusté de la maison ou de la maison carcérale? Est-ce que ce qui s'est passé ici à Kinshasa, comment cela ne peut pas être évité dans nos différentes provinces, notamment au niveau de Chabunda? Là, vous avez totalement raison. C'est une très bonne question. Je pense que je dois d'abord compatir aussi. Je dois compatir parce qu'il y a eu plusieurs âmes qui sont parties. Plusieurs de nos compatriotes ont perdu leur vie au cours de ces atrocités. Cette tentative d'évasion que nous condamnons tous. J'espère que le gouvernement nous a présenté les rapports ou les bilans qu'a produit cette tentative. Mais je voudrais ici interpeller une fois de plus les ministères de la justice. Je pense que ça fait 2 mois passés, sur vos ondes d'ici, nous avions décrié l'évasion spectaculaire que nous avons connue dans les territoires de Chabunda. Donc il faut une politique générale de désengorgement de nos prisons, mais aussi du renouvellement ou de la construction de nouvelles prisons. Surtout, si tel incident peut se passer ici à Kinshasa, où nous avons quand même des bâtiments construits en matériaux durables, à combien plus forte raison dans nos territoires où nous avons des prisons en paille? Si nous pouvons assister à de tels scénarios ici, vous vous mettez maintenant à la place des gens qui vivent là-bas à l'intérieur du pays. Et donc nous interpellons en tout cas les gouvernements à trouver des solutions, pas
pas conjoncturelle, mais surtout structurelle, pour permettre à ce que la population ne puisse plus vivre pareille situation. Ça a mis une certaine psychose dans la tête ou dans les chefs de nos compatriotes qui vivent dans les communes voisines de cette prison. Et donc, pour moi, j'ai conseillerais donc au gouvernement de se servir de cette leçon pour mettre en place des réformes structurelles et mettre les moyens pour construire de nouvelles prisons et surtout déplacer les prisons qui sont aujourd'hui dans des centres-villes comme ça vers les milieux ruraux. Nous avons des zones ou des sites ici où on peut ériger des prisons qui seront quand même viables et qui peuvent bien contenir un nombre important de pensionnaires. Des pensionnaires. Merci beaucoup à Émile Soumaïli, député national, un jeune député national. Je pense que vous faites partie aussi des caucus de jeunes députés? Oui, nous faisons partie du caucus, on appelle ça réseau. Nous faisons partie du réseau des jeunes parlementaires de notre pays, où je suis... Voilà. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à suivre ce numéro. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt. Merci.